Imagine la scène. Tu es en réunion, autour de la table, tout le monde parle. Et à un moment donné, quelqu'un dit quelque chose, une phrase, un mot. Et tu vois les têtes se tourner. Pas parce que l'idée était révolutionnaire, mais parce que la façon de le dire avait du poids. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement crédibles dès qu'elles ouvrent la bouche en réunion? Ce n'est pas une question d'accent. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence. C'est une question d'utiliser les bons mots au bon moment. Et là, je sais exactement de quoi je parle. Je suis né en France et j'y ai grandi. Par ailleurs, je suis diplômé en langue et communication internationale et je parle 6 langues. J'ai passé des années à observer comment le langage crée ou détruit la crédibilité professionnelle, en français, en anglais et en italien. En fait, ce sont les langues que je maîtrise le mieux et que j'utilise au quotidien dans mon travail. Et ce que j'ai compris, c'est que pour chaque langue, il existe 2 niveaux de vocabulaire. Les mots que tout le monde connaît et les mots que seuls les décideurs utilisent. Ce sont ces mots-là qu'on va voir aujourd'hui. Plus de 35 expressions du français des affaires, les vraies. Celles que tu entends dans les réunions à Paris, à Lyon, à Bruxelles ou à Montréal. Pas des formules de manuel, des mots que les managers utilisent aujourd'hui, en ce moment même dans leurs réunions. Une petite précision avant de commencer. Dans les exemples que tu vas entendre tout au long de cette vidéo, tu remarqueras parfois des anglicismes. Ce n'est pas une erreur, c'est de ma part un choix délibéré. Ces termes sont aujourd'hui tellement ancrés dans le français des affaires qu'un manager français les utilise naturellement, sans même y penser. Les exclure, ce serait te préparer à un français de manuel, pas au français réel. Pour chaque expression, je te donne sa prononciation, sa définition exacte et des exemples concrets. Des phrases qui pourraient vraiment sortir de la bouche d'un manager français. Si cela peut t'aider, télécharge la fiche récapitulative PDF de toutes les expressions et exemples cités dans cette vidéo. Ainsi, tu auras plus de 100 phrases du français des affaires que tu pourras répéter et surtout que je te conseille de personnaliser pour les adapter aux situations auxquelles tu fais face dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description avant même qu'on commence. Ça prend 1 seconde et c'est gratuit. Cette vidéo est structurée en 6 chapitres. Les timestamps, c'est-à-dire les repères temporels, sont dans la description. Tu peux à tout moment sauter directement à ce qui t'intéresse le plus ou revenir écouter un passage autant de fois que tu en as besoin. Tu vas maintenant écouter les 6 chapitres suivants. Chapitre 1. Stratégie et vision. Je t'enseigne les mots et expressions qui te feront passer de simples participants à la discussion à la position de décideur. Chapitre 2. Négociation et influence. Tu découvriras comment parler pour que la négociation aille dans ton sens. Chapitre 3. Management et leadership. Je te montre comment parler pour que ton équipe te suive sans que tu n'élèves jamais la voix. Chapitre 4. Finance et performance. Tu apprendras à parler chiffres avec assurance, même si la finance n'est pas dans ton domaine. Chapitre 5. Technologie et intelligence artificielle. Je te donne le vocabulaire pour ne jamais sembler dépassé quand la conversation devient tech. Chapitre 6. Diplomatie d'entreprise. Tu découvriras les mots qui protègent ta réputation et renforcent ton influence dans les moments difficiles. Sans plus attendre, commençons par le premier chapitre. Stratégie et vision. C'est souvent là que les apprenants se sentent le moins à l'aise. Non pas parce qu'ils ne comprennent pas les concepts, mais parce qu'ils ne trouvent pas les mots pour les exprimer avec autorité. Je vais t'aider à changer ça maintenant. Commençons. Pivoter. 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 Cela revient à dire changer de direction, changer de stratégie. Pivoter, c'est le verbe qu'on utilise quand une entreprise ou une équipe change de cap de façon délibérée. Non pas parce que cela n'allait pas, mais parce qu'on a appris quelque chose et qu'on s'adapte. C'est un mot issu du monde des startups, mais il est aujourd'hui utilisé dans tous les secteurs. Quand tu l'entends en réunion, ça signale une décision stratégique assumée, pas un aveu d'échec.
Utilisons maintenant le mot en contexte. Pour chaque expression, je te donnerai 3 exemples qui seront répétés 2 fois. On a décidé de pivoter vers le B2B après 6 mois sur le marché grand public. On a décidé de pivoter vers le B2B après 6 mois sur le marché grand public. Le marché a évolué plus vite que prévu. Il va falloir pivoter rapidement si on veut rester compétitif. Le marché a évolué plus vite que prévu. Il va falloir pivoter rapidement si on veut rester compétitif. Notre concurrent direct vient de pivoter sur le segment premium. On doit se positionner. Notre concurrent direct vient de pivoter sur le segment premium. On doit se positionner. Voyons maintenant l'expression suivante. Feuille de route. Feuille de route. Feuille de route, c'est-à-dire le plan, ce qu'on prévoit de faire. La feuille de route, ou roadmap, dans sa version anglaise qu'on entend souvent, est un plan structuré avec des étapes, des priorités et des délais. C'est différent d'une to-do list. C'est en fait un document stratégique. Quand un manager dit « j'ai besoin de voir la feuille de route », il veut avoir une vision claire de la direction que l'on prend et connaître les différentes étapes d'un projet. Pourrais-tu me communiquer la feuille de route produit pour le prochain trimestre, s'il te plaît? Pourrais-tu me communiquer la feuille de route produit pour le prochain trimestre, s'il te plaît? La feuille de route n'a pas encore été validée. C'est ça notre problème en ce moment. La feuille de route n'a pas encore été validée. C'est ça notre problème en ce moment. En fait, la feuille de route qu'on a présentée au conseil d'administration, au board, comme on dit dans les entreprises internationales, elle a été validée sans modification. C'est une bonne nouvelle. En fait, la feuille de route qu'on a présentée au conseil d'administration, au board, comme on dit dans les entreprises internationales, elle a été validée sans modification. C'est une bonne nouvelle. Levier. 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 Un levier, c'est quelque chose que tu actives pour produire un effet voulu. Dans le cas d'un levier physique, tu appuies peu et tu soulèves beaucoup. En business, un levier peut être un canal de distribution efficace, une technologie de pointe, un partenariat utile. Le mot évoque une pensée stratégique. Tu ne fais pas de simples actions, tu agis avec précision sur des points de bascule. Le pricing est notre principal levier de croissance sur ce segment. Le pricing est notre principal levier de croissance sur ce segment. On a identifié 3 leviers d'optimisation. Le premier est opérationnel et les 2 autres sont commerciaux. On a identifié 3 leviers d'optimisation. Le premier est opérationnel et les 2 autres sont commerciaux. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 18 mois, il faut trouver un levier exponentiel, pas juste travailler plus. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 18 mois, il faut trouver un levier exponentiel, pas juste travailler plus. Positionnement. 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 Pour une entreprise ou une marque, il s'agit de la façon de se présenter par rapport à sa concurrence, de ce qui caractérise l'activité. Le positionnement, c'est la place qu'une entreprise, qu'un produit ou qu'une personne occupe dans l'esprit du client ou est sur le marché. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu voudrais être perçu par rapport à tes concurrents. Un positionnement flou, c'est une entreprise invisible, alors qu'un positionnement précis, c'est un avantage compétitif. Notre positionnement premium justifie un prix 30% au-dessus de la moyenne du marché. Notre positionnement premium justifie un prix 30% au-dessus de la moyenne du marché. Le problème, c'est que notre positionnement n'est pas clair pour nos clients. Ils ne savent pas pourquoi nous choisir. Le problème, c'est que notre positionnement n'est pas clair pour nos clients. Ils ne savent pas pourquoi nous choisir. Avant de lancer la campagne, on doit clarifier notre positionnement. C'est non négociable. Avant de lancer la campagne, on doit clarifier notre positionnement. C'est non négociable. Allouer. 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 Cela revient à dire attribuer
doter. Allouer, c'est distribuer des ressources, du budget, du temps ou du personnel de façon délibérée et planifiée. Ce n'est pas juste donner des ressources. Allouer, c'est faire un choix stratégique sur qui reçoit quoi. Le mot implique une décision réfléchie et une responsabilité assumée. Cette année, on a décidé d'allouer 40% du budget marketing au digital. Cette année, on a décidé d'allouer 40% du budget marketing au digital. Si tu n'alloues pas de ressources dédiées à ce projet, ça ne se fera pas. Point. Si tu n'alloues pas de ressources dédiées à ce projet, ça ne se fera pas. Point. Les délais qui nous ont été alloués ne suffiront jamais. Les délais qui nous ont été alloués ne suffiront jamais. Proposition de valeur. Proposition de valeur. Proposition de valeur. Elle consiste en ce que l'on offre au marché. La proposition de valeur, c'est en quelque sorte la réponse à une question précise. Pourquoi un client devrait-il choisir toi plutôt qu'un autre? Ce n'est pas un slogan marketing. C'est l'articulation claire de ce que tu apportes, à qui et pourquoi c'est différent. Si tu ne peux pas l'énoncer en 2 phrases, c'est qu'elle n'est pas suffisamment claire. Notre proposition de valeur est simple. On réduit le time to market de 30% sans augmenter les coûts. Notre proposition de valeur est simple. On réduit le time to market de 30% sans augmenter les coûts. J'ai entendu le pitch. La proposition de valeur n'est pas claire. On doit retravailler ça avant la prochaine réunion. J'ai entendu le pitch. La proposition de valeur n'est pas claire. On doit retravailler ça avant la prochaine réunion. Si ton équipe commerciale ne peut pas expliquer ta proposition de valeur en 30 secondes, tu as un problème de communication. Si ton équipe commerciale ne peut pas expliquer ta proposition de valeur en 30 secondes, tu as un problème de communication. Parmi les expressions que l'on vient de voir, pivoter, feuille de route, levier, positionnement, allouer et proposition de valeur, laquelle penses-tu pouvoir utiliser dès maintenant? Écris-le en commentaire. Chapitre 2. Négociation et influence. C'est le registre où chaque mot que tu choisis peut faire basculer une décision en ta faveur. En négociation, celui qui nomme les choses avec précision impose le cadre, et celui qui impose le cadre mène la danse. Voici les mots des négociateurs qui concluent. Contrepartie. 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 C'est ce que l'on échange contre une chose jugée équivalente. Une contrepartie, c'est ce que tu demandes en retour de ce que tu concèdes. La négociation ne consiste jamais à donner sans recevoir. Et contrepartie est le mot professionnel pour dire cela. Quand tu l'utilises, tu signales que tu négocies de façon structurée, pas émotionnelle. On peut accepter un délai de paiement à 90 jours, mais on attend une contrepartie sur le volume minimum garanti. On peut accepter un délai de paiement à 90 jours, mais on attend une contrepartie sur le volume minimum garanti. Toute concession de notre part doit avoir une contrepartie. C'est non négociable pour notre direction. Toute concession de notre part doit avoir une contrepartie. C'est non négociable pour notre direction. Quelle contrepartie proposez-vous si on accepte d'absorber les frais de livraison? Quelle contrepartie proposez-vous si on accepte d'absorber les frais de livraison? Ligne rouge. Ligne rouge. Ligne rouge. C'est un point sur lequel on n'a pas l'intention de céder. Cela signale les limites dans lesquelles la négociation doit évoluer. Une ligne rouge, c'est une limite absolue. Un point sur lequel ton organisation ne peut pas, ne veut pas ou ne cédera pas. L'expression est forte. Elle ferme la discussion sur ce point précis. Utilise-la avec parcimonie. Si tu as trop de lignes rouges, tu n'as plus assez de marge de manœuvre. La cession de droits de propriété intellectuelle, c'est une ligne rouge pour nous. On ne reviendra pas là-dessus. La cession de droits de propriété intellectuelle
C'est une ligne rouge pour nous. On ne reviendra pas là-dessus. Avant d'entrer en négociation, il faut que tu saches où sont tes lignes rouges. Sinon, tu vas te faire manger. Avant d'entrer en négociation, il faut que tu saches où sont tes lignes rouges. Sinon, tu vas te faire manger. Il a clairement défini sa ligne rouge très tôt dans la discussion. Ça a clarifié les choses pour tout le monde. Il a clairement défini sa ligne rouge très tôt dans la discussion. Ça a clarifié les choses pour tout le monde. Marge de manœuvre. Marge de manœuvre. Marge de manœuvre. Il s'agit de la flexibilité qu'on possède. Et cela indique jusqu'où on peut aller. La marge de manœuvre, c'est l'espace de flexibilité dans lequel tu peux te mouvoir sans compromettre tes objectifs fondamentaux. Plus la marge de manœuvre est grande, plus tu es en position de force. C'est un mot essentiel en négociation, car il permet de parler de ces contraintes sans les révéler explicitement. Sur le pricing, j'ai une marge de manœuvre limitée. Mais pour ce qui est des conditions contractuelles, on peut discuter. Sur le pricing, j'ai une marge de manœuvre limitée. Mais pour ce qui est des conditions contractuelles, on peut discuter. Tu devrais aller voir ton directeur pour obtenir une plus grande marge de manœuvre avant la prochaine session. Tu devrais aller voir ton directeur pour obtenir une plus grande marge de manœuvre avant la prochaine session. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre sur le calendrier. Il faut absolument qu'on prenne une décision cette semaine. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre sur le calendrier. Il faut absolument qu'on prenne une décision cette semaine. Trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. Cela veut dire se mettre d'accord, trouver un compromis. Trouver un terrain d'entente, c'est parvenir à une position commune acceptable pour les deux parties, sans que l'une d'elles ait nécessairement obtenu tout ce qu'elle voulait. C'est l'expression que le professionnel utilise lorsqu'il cherche à conclure, pas à gagner à tout prix. On a des positions de départ très différentes, mais je suis convaincue qu'on peut trouver un terrain d'entente. On a des positions de départ très différentes, mais je suis convaincue qu'on peut trouver un terrain d'entente. La troisième session a heureusement permis de trouver un terrain d'entente sur les pénalités. C'était le point qui bloquait tout. La troisième session a heureusement permis de trouver un terrain d'entente sur les pénalités. C'était le point qui bloquait tout. Si on ne trouve pas de terrain d'entente d'ici vendredi, on va devoir remettre tout le projet à plat. Si on ne trouve pas de terrain d'entente d'ici vendredi, on va devoir remettre tout le projet à plat. Retour, retour, retour. Cela peut être un commentaire, une réaction et renseigne, en général, sur ce que les gens pensent. Un retour, c'est une information qui revient vers toi après une action, une décision ou une initiative, que ce soit de ton équipe, de tes clients, du terrain ou de la hiérarchie. Et les retours, au pluriel, c'est l'ensemble de ces signaux que tu collectes pour ajuster, corriger ou valider une politique, une vision, une campagne, etc. Un manager qui demande des retours régulièrement est un manager qui pilote avec les yeux ouverts. Les retours terrain sont unanimes. Le nouveau process de validation ralentit tout le monde. Il faut qu'on en parle au directeur marketing. Les retours terrain sont unanimes. Le nouveau process de validation ralentit tout le monde. Il faut qu'on en parle au directeur marketing. J'attends les retours des équipes commerciales avant de finaliser la proposition. Je ne veux pas arriver avec quelque chose qui ne colle pas à la réalité du terrain. J'attends les retours des équipes commerciales avant de finaliser la proposition. Je ne veux pas arriver avec quelque chose qui ne colle pas à la réalité du terrain. Les retours sur les réseaux sont très positifs depuis le lancement. Cela prouve qu'on est sur le bon positionnement. Les retours sur les réseaux sont très positifs depuis le lancement. Cela prouve qu'on est sur le bon positionnement. Cadrer, cadrer, cadrer. Cadrer, c'est définir le périmètre et les règles du jeu d'une situation avant de la laisser évoluer. En réunion, quelqu'un qui cadre bien les choses prend naturellement le leadership de l'échange. C'est un verbe qui a trait à une autorité subtile.
Avant qu'on rentre dans le détail, laisse-moi cadrer la discussion. Aujourd'hui, on parlera uniquement de budget et de calendrier, pas de spécifications techniques. Avant qu'on rentre dans le détail, laisse-moi cadrer la discussion. Aujourd'hui, on parlera uniquement de budget et de calendrier, pas de spécifications techniques. Le problème, c'est que personne n'a cadré les attentes au départ. Résultat, chacun travaille sur une vision différente. Le problème, c'est que personne n'a cadré les attentes au départ. Résultat, chacun travaille sur une vision différente. C'est ton rôle en tant que chef de projet de cadrer les échanges avec le client. Tu ne peux pas le laisser partir dans tous les sens. C'est ton rôle en tant que chef de projet de cadrer les échanges avec le client. Tu ne peux pas le laisser partir dans tous les sens. Chapitre 3. Management et leadership. C'est le registre où les non-natifs font le plus d'erreurs. Non pas de grammaire, mais de ton ou de registre. Parler avec des mots trop directs ou trop flous peut te faire paraître soit autoritaire, soit peu crédible. Les expressions suivantes vont t'aider à trouver le ton et le registre qui conviennent. Déléguer. 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 Déléguer, c'est confier une responsabilité à quelqu'un d'autre, avec l'autorité nécessaire pour l'accomplir. Il ne s'agit pas de la simple attribution d'une tâche. La nuance est importante. On délègue une responsabilité, mais on n'abandonne pas le problème. Un bon manager sait déléguer, un mauvais manager fait tout lui-même et ne délègue pas, ou bien il le fait sans suivi. Je vais déléguer le suivi client à Thomas. Il a maintenant la maturité pour gérer ça en autonomie. Je vais déléguer le suivi client à Thomas. Il a maintenant la maturité pour gérer ça en autonomie. Si tu ne délègues pas, tu vas créer un goulot d'étranglement sur toi-même. Toute l'équipe attend tes validations. Si tu ne délègues pas, tu vas créer un goulot d'étranglement sur toi-même. Toute l'équipe attend tes validations. J'ai délégué la coordination du projet, mais je reste décisionnaire sur les arbitrages budgétaires. J'ai délégué la coordination du projet, mais je reste décisionnaire sur les arbitrages budgétaires. Responsabiliser. 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 C'est en quelque sorte rendre quelqu'un responsable, lui faire confiance. Responsabiliser, c'est donner à quelqu'un les moyens et l'autorité d'être responsable de quelque chose et d'en assumer les conséquences. C'est un mot qui appartient à la culture managériale forte. Quand tu responsabilises quelqu'un, tu lui fais confiance et tu l'impliques. C'est bien plus que de simplement lui confier une tâche. Notre approche consiste à responsabiliser chaque chef de produit sur son compte de résultat. Cela change complètement les comportements. Notre approche consiste à responsabiliser chaque chef de produit sur son compte de résultat. Cela change complètement les comportements. Il faut responsabiliser l'équipe sur les délais. Si personne n'en est responsable, personne ne les respectera jamais. Il faut responsabiliser l'équipe sur les délais. Si personne n'en est responsable, personne ne les respectera jamais. L'entreprise veut responsabiliser ses managers de terrain plutôt que de tout centraliser. L'important étant d'être plus réactif. L'entreprise veut responsabiliser ses managers de terrain plutôt que de tout centraliser. L'important étant d'être plus réactif. Blocage. 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 Il y a un blocage dès lors où il existe un problème qui empêche d'avancer. Un blocage, c'est un obstacle précis et identifié qui empêche un projet, une décision ou une équipe d'avancer. Ce n'est pas un problème général, c'est un nœud spécifique sur lequel tout s'arrête. Nommer un blocage clairement, c'est déjà le résoudre à moitié. Si tu identifies le blocage, tu circonscris le problème. Tu sais ce qui doit changer ou évoluer. Un manager qui dit « on a un blocage » est perçu comme quelqu'un qui analyse, pas comme quelqu'un qui se plaint. Le blocage en ce moment, c'est la validation juridique. Tant qu'on ne l'a pas, on n'avance pas. Le blocage en ce moment, c'est la validation juridique. Tant qu'on ne l'a pas, on n'avance pas. On a levé tous les blocages techniques. Il ne reste plus que l'aspect contractuel.
On a levé tous les blocages techniques. Il ne reste plus que l'aspect contractuel. Quel est ton blocage là? Dis-moi ce dont tu as besoin et je m'en occupe. Quel est ton blocage là? Dis-moi ce dont tu as besoin et je m'en occupe. Le reporting, ou en anglais reporting. 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 Cela comprend les rapports, les comptes rendus et le suivi. Le reporting, c'est l'ensemble des remontées d'informations structurées qu'une équipe ou un collaborateur fournit à sa hiérarchie. C'est un anglicisme totalement intégré en France. Tu le verras dans toutes les fiches de poste. Un bon reporting, ce n'est pas une corvée administrative, mais c'est ce qui permet de piloter avec des données réelles. Je veux un reporting hebdomadaire chaque lundi matin avant 9h, avec tous les indicateurs clés et faits marquants, mais pas plus d'une page. Je veux un reporting hebdomadaire chaque lundi matin avant 9h, avec tous les indicateurs clés et faits marquants, mais pas plus d'une page. Son reporting est exemplaire, synthétique, chiffré, et il signale les alertes avant qu'elles deviennent des crises. Son reporting est exemplaire, synthétique, chiffré, et il signale les alertes avant qu'elles deviennent des crises. On perd un temps fou en réunion parce qu'il n'y a pas de reporting structuré. Chacun arrive avec sa propre version de la réalité. On perd un temps fou en réunion parce qu'il n'y a pas de reporting structuré. Chacun arrive avec sa propre version de la réalité. Aligner. 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 Cela consiste à mettre d'accord, à faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Aligner, c'est s'assurer que toutes les parties prenantes partagent la même compréhension, les mêmes priorités et le même cap. On n'est pas du tout aligné, est l'une des phrases les plus entendues dans les réunions en France aujourd'hui. On n'est pas du tout aligné. Ça signale un désaccord professionnel sans attaque personnelle. Avant de lancer le projet, il faut qu'on aligne tout le CODIR sur les priorités. On ne peut pas partir dans des directions différentes. Avant de lancer le projet, il faut qu'on aligne tout le CODIR sur les priorités. On ne peut pas partir dans des directions différentes. Je ne suis pas sûre qu'on soit aligné sur ce point. Pourrais-tu me dire ce que tu en as compris? Je ne suis pas sûre qu'on soit aligné sur ce point. Pourrais-tu me dire ce que tu en as compris? L'objectif de cette réunion est d'aligner les équipes commerciales et produits sur la feuille de route du 3e trimestre. L'objectif de cette réunion est d'aligner les équipes commerciales et produits sur la feuille de route du 3e trimestre. Prioriser. 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 C'est en fait choisir ce qui est le plus important. Établir des priorités. Prioriser, c'est décider ce qui passe avant tout le reste et assumer que le reste attendra. C'est un mot qui révèle une qualité rare en entreprise, le sens des enjeux. Parce que tout prioriser, c'est ne rien prioriser. Et un manager qui ne sait pas prioriser ne pilote pas. Il subit les conséquences qui découlent du fait de ne pas avoir priorisé. Il faut qu'on priorise. On a 10 sujets sur la table et 6 semaines. Tout ne rentrera pas. Il faut qu'on priorise. On a 10 sujets sur la table et 6 semaines. Tout ne rentrera pas. J'ai besoin que tu priorises la qualité, parce que c'est notre marque de fabrique. J'ai besoin que tu priorises la qualité, parce que c'est notre marque de fabrique. Le problème dans cette équipe, c'est qu'on ne sait pas prioriser. On est réactif plutôt que stratégique. Le problème dans cette équipe, c'est qu'on ne sait pas prioriser. On est réactif plutôt que stratégique. À ce stade, j'ai une question pour toi. Dans ton environnement professionnel en ce moment, quel est ton plus grand défi de communication? Est-ce que c'est avec ton équipe, avec ta hiérarchie ou avec des clients? Dis-le-moi en commentaire. Cela m'aidera à préparer les prochaines vidéos. Chapitre 4. Finances et performance. Tu n'as pas besoin d'être DAF, c'est-à-dire directeur administratif et financier, pour parler de finances en réunion. Mais si tu ne maîtrises pas ces quelques expressions clés, tu risques de paraître déconnecté des enjeux business. Et cela, ça finit par jouer sur ta crédibilité. Rentabilité. Rentabilité.
T. Rentabilité. La rentabilité, c'est la capacité d'une activité, d'un projet ou d'une entreprise à générer plus de revenus que de coûts. C'est le mot de base de la finance d'entreprise. Et pourtant, beaucoup de non-natifs évitent de l'utiliser parce qu'ils ne sont pas sûrs de sa prononciation ou de son sens exact. Mais à partir de maintenant, tu seras bien équipé pour l'utiliser. Ce projet n'atteindra pas la rentabilité avant 18 mois. C'est à intégrer dans notre business plan. Ce projet n'atteindra pas la rentabilité avant 18 mois. C'est à intégrer dans notre business plan. La rentabilité de cette ligne de produit est en baisse depuis 2 trimestres. Il faut qu'on comprenne pourquoi. La rentabilité de cette ligne de produit est en baisse depuis 2 trimestres. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Il n'est pas question de lancer un produit sans avoir d'abord modélisé sa rentabilité. Il n'est pas question de lancer un produit sans avoir d'abord modélisé sa rentabilité. Point mort. Point mort. Point mort. Il correspond au moment où on commence à gagner de l'argent, une fois les coûts amortis. Le point mort, aussi appelé seuil de rentabilité, est le niveau d'activité à partir duquel une entreprise ou un projet commence à être rentable. Les revenus couvrent entièrement les coûts. En deçà du point mort, on perd de l'argent. Au-delà, on commence à en gagner. C'est un concept clé dans toute présentation financière. On atteint notre point mort à 850 unités vendues par mois. On n'en est qu'à 720 et le mois termine dans quelques jours. On atteint notre point mort à 850 unités vendues par mois. On n'en est qu'à 720 et le mois termine dans quelques jours. Avant de valider le budget, j'ai besoin de connaître le point mort. Quelle est l'hypothèse basse? Avant de valider le budget, j'ai besoin de connaître le point mort. Quelle est l'hypothèse basse? Dès qu'on dépasse le point mort, l'essentiel du chiffre d'affaires additionnel tombe directement en marge. Dès qu'on dépasse le point mort, l'essentiel du chiffre d'affaires additionnel tombe directement en marge. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, souvent abrégé CA, c'est le total des ventes réalisées par une entreprise sur une période donnée, avant déduction des coûts. Attention, à ne pas confondre. Chiffre d'affaires et bénéfices ne sont pas la même chose. Une entreprise peut avoir un CA élevé et perdre de l'argent, parce qu'elle ne dégage aucun bénéfice ou qu'elle a des coûts trop élevés. Notre chiffre d'affaires a progressé de 18% sur le premier semestre. La marge, elle, est restée stable. Notre chiffre d'affaires a progressé de 18% sur le premier semestre. La marge, elle, est restée stable. Quel est votre chiffre d'affaires annuel? J'ai besoin de le connaître précisément pour calibrer la proposition. Quel est votre chiffre d'affaires annuel? J'ai besoin de le connaître précisément pour calibrer la proposition. Un chiffre d'affaires en hausse, c'est bien, mais si les coûts augmentent plus vite, cela ne suffira pas. Un chiffre d'affaires en hausse, c'est bien, mais si les coûts augmentent plus vite, cela ne suffira pas. Marge. 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 La marge, c'est la différence entre ce que tu vends et ce que ça te coûte de produire. Il existe plusieurs types de marge. La marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette, etc. En réunion, quand quelqu'un dit « c'est bon pour la marge », il parle de la profitabilité directe d'une décision. Cette négociation va rogner notre marge de 3 points. On ne peut pas accepter ces conditions sans qu'il y ait un ajustement ailleurs. Cette négociation va rogner notre marge de 3 points. On ne peut pas accepter ces conditions sans qu'il y ait un ajustement ailleurs. On réalise du volume, mais la marge est trop faible. C'est donc un problème de pricing, pas de vente. On réalise du volume, mais la marge est trop faible. C'est donc un problème de pricing, pas de vente. L'objectif n'est pas de vendre plus, il faut vendre mieux, c'est-à-dire surtout les produits à forte marge. L'objectif n'est pas de vendre plus, il faut vendre mieux, c'est-à-dire surtout les produits à forte marge. ROI. R-O-I. ROI. Ou
Retour sur investissement. C'est en fait l'acronyme de retour sur investissement. Le ROI est la mesure de ce que tu gagnes par rapport à ce que tu as investi. C'est l'anglicisme ROI, Return on Investment, qui est couramment utilisé en France en milieu professionnel. Quand tu demandes quel est le ROI, tu demandes une justification chiffrée d'une dépense ou d'une initiative. Avant d'aller plus loin, quelqu'un pourrait-il me chiffrer le ROI de cette initiative? Avant d'aller plus loin, quelqu'un pourrait-il me chiffrer le ROI de cette initiative? Le ROI de cette campagne marketing est difficile à mesurer directement, mais l'impact sur la notoriété est bel et bien réel. En 3 ans, le ROI de ce système a dépassé 200%. Voilà pourquoi le board a renouvelé l'investissement. En 3 ans, le ROI de ce système a dépassé 200%. Voilà pourquoi le board a renouvelé l'investissement. Optimiser les coûts. Optimiser les coûts. Optimiser les coûts. Cela consiste principalement à réduire les dépenses ou à faire des économies sur certains postes. Optimiser les coûts, c'est la façon professionnelle de parler de réduction des dépenses, mais avec une nuance importante. Optimiser veut dire allouer les ressources disponibles de façon plus efficace pour obtenir le même résultat, voire un résultat meilleur. En choisissant des fournisseurs plus compétitifs, on aurait une réelle opportunité d'optimiser nos coûts logistiques. En choisissant des fournisseurs plus compétitifs, on aurait une réelle opportunité d'optimiser nos coûts logistiques. La direction a demandé un plan d'optimisation des coûts pour le prochain exercice. Objectif, moins 10%. La direction a demandé un plan d'optimisation des coûts pour le prochain exercice. Objectif, moins 10%. Optimiser les coûts ne signifie pas forcément licencier. Ça peut vouloir dire renégocier, automatiser ou réorganiser. Optimiser les coûts ne signifie pas forcément licencier. Ça peut vouloir dire renégocier, automatiser ou réorganiser. Chapitre 5. Technologie et intelligence artificielle. C'est le vocabulaire le plus récent et le plus stratégique pour ta carrière en ce moment. Les organisations francophones adoptent massivement ces termes. Si tu ne les maîtrises pas, tu risques d'être perçu comme quelqu'un qui n'est pas dans le coup. IA générative. IA générative. IA générative. C'est l'intelligence artificielle générative. L'IA générative est la forme d'intelligence artificielle capable de produire du contenu nouveau, du texte, des images, du code ou de la vidéo. ChatGPT, Claude, Grok ou Midjourney sont des IA génératives. Le terme est désormais dans toutes les conversations stratégiques en entreprise. Et savoir l'utiliser correctement te positionne immédiatement. En intégrant l'IA générative dans notre process de création de contenu, nos délais de production ont été divisés par 3. En intégrant l'IA générative dans notre process de création de contenu, nos délais de production ont été divisés par 3. Le comité exécutif veut une cartographie des cas d'usage de l'IA générative pour le prochain trimestre. Le comité exécutif veut une cartographie des cas d'usage de l'IA générative pour le prochain trimestre. L'IA générative, c'est un outil. La vraie question qui se pose, c'est qui dans l'équipe va apprendre à s'en servir de manière efficace. L'IA générative, c'est un outil. La vraie question qui se pose, c'est qui dans l'équipe va apprendre à s'en servir de manière efficace. Données. 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 Ce sont les informations, les chiffres que l'on collecte et utilise. Les données, ou data, qu'on entend souvent en français également, c'est l'ensemble des informations structurées ou non que ton organisation collecte, stocke et analyse. Dans le contexte actuel, les données sont souvent décrites comme le pétrole du XXIe siècle. Celui qui maîtrise ses données maîtrise ses décisions.
Nos données clients sont notre actif le plus précieux. Il faut les protéger et les exploiter intelligemment. Nos données clients sont notre actif le plus précieux. Il faut les protéger et les exploiter intelligemment. On ne peut pas prendre cette décision sans s'appuyer sur des données solides. Claude, s'il te plaît, pourrais-tu me sortir les chiffres des 12 derniers mois? On ne peut pas prendre cette décision sans s'appuyer sur des données solides. Claude, s'il te plaît, pourrais-tu me sortir les chiffres des 12 derniers mois? Le problème, c'est qu'on a beaucoup de données, mais peu de conclusions exploitables. Il faudrait qu'on travaille davantage l'analyse. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de données, mais peu de conclusions exploitables. Il faudrait qu'on travaille davantage l'analyse. Automatiser. 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 Cela consiste à faire exécuter une tâche par une machine. Automatiser, c'est configurer un système pour qu'il effectue une tâche répétitive sans intervention humaine. En entreprise, on automatise pour gagner du temps, réduire les erreurs et libérer les équipes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cela concerne le domaine de l'efficacité opérationnelle. On a enfin automatisé la génération de nos rapports hebdomadaires. Ça représentait 4 heures de travail par semaine pour rien. On a enfin automatisé la génération de nos rapports hebdomadaires. Ça représentait 4 heures de travail par semaine pour rien. Quel processus est-ce qu'on pourrait automatiser dans les 6 prochains mois sans investissement majeur? Quel processus est-ce qu'on pourrait automatiser dans les 6 prochains mois sans investissement majeur? Automatiser ne veut pas dire supprimer des postes. Ça veut dire recentrer les équipes sur ce qui compte vraiment. Automatiser ne veut pas dire supprimer des postes. Ça veut dire recentrer les équipes sur ce qui compte vraiment. Agilité. 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 C'est synonyme d'être flexible, de s'adapter rapidement à un nouveau contexte ou à une situation nouvelle. L'agilité ou la méthode agile est à la fois une philosophie de travail et un ensemble de pratiques concrètes qui permettent de fournir des résultats rapidement en itérant plutôt qu'en planifiant tout à l'avance. Dans de nombreuses enseignes françaises, agile est devenu un adjectif très employé pour dire réactif et flexible. Notre force, c'est notre agilité. On peut pivoter en 2 semaines là où nos concurrents mettent 6 mois. Notre force, c'est notre agilité. On peut pivoter en 2 semaines là où nos concurrents mettent 6 mois. On a adopté une méthode agile pour le développement produit. Des sprints de 2 semaines avec une démo client à chaque fois. On a adopté une méthode agile pour le développement produit. Des sprints de 2 semaines avec une démo client à chaque fois. L'agilité sans structure, c'est juste de la désorganisation bien habillée. L'agilité sans structure, c'est juste de la désorganisation bien habillée. Cybersécurité. 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 Cela concerne la sécurité informatique et la protection des systèmes. La cybersécurité est l'ensemble des pratiques, des technologies et des processus qui protègent les systèmes informatiques et les données contre les attaques malveillantes. C'est devenu un sujet à l'ordre du jour dans de nombreuses réunions. Ce n'est plus seulement une affaire de la direction des systèmes d'information ou DSI. Une faille de cybersécurité peut coûter des dizaines de millions d'euros et détruire la confiance des clients. La cybersécurité n'est plus un simple sujet technique. C'est un risque stratégique qu'on doit sérieusement prendre en considération. La cybersécurité n'est plus un simple sujet technique. C'est un risque stratégique qu'on doit sérieusement prendre en considération. On a subi une tentative d'intrusion la semaine dernière. Heureusement, notre équipe de la cybersécurité l'a bloqué à temps. Dans le contrat, il y a une clause spécifique sur la cybersécurité. Lis-la attentivement avant de signer. Dans le contrat, il y a une clause spécifique sur la cybersécurité. Lis-la attentivement avant de signer. Transformation numérique. Transformation numérique. Transformation numérique. La transformation numérique est le processus par lequel une organisation réinvente ses modèles, ses processus et sa culture grâce aux technologies numériques.
ce n'est pas juste acheter des outils. C'est un changement profond de la façon de travailler et de créer de la valeur. C'est l'un des sujets les plus discutés dans les comités de direction aujourd'hui. Notre transformation numérique n'est pas un projet informatique, c'est un projet d'entreprise qui concerne tout le monde. Notre transformation numérique n'est pas un projet informatique, c'est un projet d'entreprise qui concerne tout le monde. On est au beau milieu de notre transformation numérique. Le plus difficile, ce n'est pas la technologie, c'est le changement culturel qui doit s'opérer. On est au beau milieu de notre transformation numérique. Le plus difficile, ce n'est pas la technologie, c'est le changement culturel qui doit s'opérer. La transformation numérique est en quelque sorte un état permanent d'adaptation. Je pense qu'il faut s'y préparer psychologiquement. La transformation numérique est en quelque sorte un état permanent d'adaptation. Je pense qu'il faut s'y préparer psychologiquement. On arrive maintenant au dernier chapitre. Avant cela, dis-moi, parmi les 5 domaines qu'on a vus, stratégie, négociation, management, finance et technologie, lequel est ton point le plus faible en ce moment? Dis-le dans les commentaires, sois honnête. C'est ce qui me permettra de créer le contenu dont tu as vraiment besoin. Chapitre 6. Diplomatie d'entreprise et communication de crise. Ce dernier chapitre est peut-être le plus important, parce qu'à un moment dans ta carrière, ce ne sont plus tes compétences techniques qui font la différence, mais plutôt ta capacité à naviguer les situations complexes, sans perdre ni ta crédibilité, ni tes relations. Partie prenante. Partie prenante. Partie prenante. Ce sont les gens concernés, les interlocuteurs en orbite autour de l'organisation. Les parties prenantes, appelées stakeholders en anglais, sont toutes les personnes ou organisations qui ont un intérêt, direct ou indirect, dans une décision ou un projet. Clients, fournisseurs, actionnaires, employés, régulateurs, partenaires, etc. L'identification de cette partie prenante est une étape cruciale dans tout projet complexe. Avant de lancer cette initiative, vous devrez cartographier toutes les parties prenantes et comprendre leurs intérêts respectifs. Avant de lancer cette initiative, vous devrez cartographier toutes les parties prenantes et comprendre leurs intérêts respectifs. Le succès de ce projet dépend essentiellement de notre capacité à gérer les parties prenantes internes. Le succès de ce projet dépend essentiellement de notre capacité à gérer les parties prenantes internes. Le fait d'avoir sous-estimé l'impact sur certaines parties prenantes externes nous a coûté 3 semaines de retard. Le fait d'avoir sous-estimé l'impact sur certaines parties prenantes externes nous a coûté 3 semaines de retard. Communication de crise. Communication de crise. Communication de crise. C'est la communication quand ça va mal. La communication de crise est l'ensemble des actions de communication déployées lorsqu'une organisation fait face à un événement négatif qui menace sa réputation ou son fonctionnement. L'enjeu n'est pas de cacher les faits, mais de contrôler le récit. La vitesse et la cohérence du message sont déterminantes. On a activé notre plan de communication de crise dans l'heure qui a suivi la publication de l'article. On ne pouvait pas se permettre d'attendre. On a activé notre plan de communication de crise dans l'heure qui a suivi la publication de l'article. On ne pouvait pas se permettre d'attendre. La communication de crise est comme une assurance incendie. Tu voudrais ne jamais en avoir besoin, mais tu dois l'avoir préparée juste au cas où. La communication de crise est comme une assurance incendie. Tu voudrais ne jamais en avoir besoin, mais tu dois l'avoir préparée juste au cas où. Leur communication de crise a été catastrophique. Elle a surtout été trop lente et ils n'ont endossé aucune responsabilité. Leur communication de crise a été catastrophique. Elle a surtout été trop lente et ils n'ont endossé aucune responsabilité. Capital réputationnel. Capital réputationnel. Capital réputationnel. Il engage l'image que l'entreprise a construite. Le capital réputationnel
consiste en la valeur immatérielle que représente la réputation qu'une entreprise a construite au fil du temps grâce à ses décisions, à ses comportements et à sa communication. C'est un actif réel. Il peut être détruit en quelques jours par un scandale et prendre des années à être reconstruit. Cette décision pourrait affecter notre capital réputationnel de façon significative. Il faudra en assumer les conséquences. Cette décision pourrait affecter notre capital réputationnel de façon significative. Il faudra en assumer les conséquences. On a construit notre capital réputationnel sur 20 ans. On ne va pas le sacrifier pour un gain à court terme. On a construit notre capital réputationnel sur 20 ans. On ne va pas le sacrifier pour un gain à court terme. Leur capital réputationnel leur a permis de passer la crise sans perdre de clients majeurs. C'est là toute la valeur d'une réputation solide. Leur capital réputationnel leur a permis de passer la crise sans perdre de clients majeurs. C'est là toute la valeur d'une réputation solide. Fédérer. 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 Cela revient à unir, à mettre les gens ensemble et à les motiver. Fédérer consiste à rassembler des personnes ou des groupes autour d'un objectif commun, autour de valeurs partagées, malgré leurs différences. Un leader qui fédère ne convainc pas de façon autoritaire, il crée une adhésion. C'est l'un des mots les plus valorisés dans les annonces de poste de direction en France. Sa capacité à fédérer des équipes très différentes fait de lui un directeur tout à fait exceptionnel. Sa capacité à fédérer des équipes très différentes fait de lui un directeur tout à fait exceptionnel. On ne peut pas avancer si on ne fédère pas autour d'un projet commun. Les gens ont besoin de donner du sens à leur travail. On ne peut pas avancer si on ne fédère pas autour d'un projet commun. Les gens ont besoin de donner du sens à leur travail. C'est toi le chef de projet, et c'est ton rôle de fédérer. Ne te contente donc pas de coordonner. C'est toi le chef de projet, et c'est ton rôle de fédérer. Ne te contente donc pas de coordonner. Transparence. 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 C'est dire les choses clairement, ne pas cacher d'informations. La transparence part du principe que le partage d'informations doit avoir lieu de façon ouverte et honnête, aussi bien en interne avec ses équipes qu'en externe avec ses clients et ses partenaires. Aujourd'hui, la transparence n'est plus un bonus managérial. C'est devenu une exigence. Les équipes la repèrent quand elle est là et déplorent son absence lorsqu'elle fait défaut. Sur la situation financière, j'ai choisi la transparence totale avec mon équipe. Selon moi, ils méritent de savoir où nous allons. Sur la situation financière, j'ai choisi la transparence totale avec mon équipe. Selon moi, ils méritent de savoir où nous allons. La transparence sur les critères de décision, c'est ce qui crée la confiance dans une organisation. La transparence sur les critères de décision, c'est ce qui crée la confiance dans une organisation. Notre client nous reproche un manque de transparence sur les délais. Il faut corriger ça immédiatement. Notre client nous reproche un manque de transparence sur les délais. Il faut corriger ça immédiatement. Arbitrer. 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 C'est décider entre deux options, trancher. Arbitrer, c'est prendre une décision, souvent difficile, choisir entre des options ou des intérêts qui s'opposent. C'est ce que fait le décideur en assumant son choix. J'arbitre signale que tu prends la responsabilité. C'est un verbe d'autorité, mais aussi de maturité. Arbitrer, c'est accepter qu'on ne peut pas tout avoir. C'est à toi d'arbitrer entre ces deux positions, parce que tu as l'autorité et tu possèdes les éléments clés. Nous respecterons ta décision. C'est à toi d'arbitrer entre ces deux positions, parce que tu as l'autorité et tu possèdes les éléments clés. Nous respecterons ta décision. On ne peut pas allouer le même budget aux deux projets. Il va falloir arbitrer. On ne peut pas allouer le même budget aux deux projets. Il va falloir arbitrer. Le CODIR a arbitré en faveur du projet B. C'est décidé. Maintenant, on avance. Le CODIR a arbitré en faveur du projet B. C'est décidé. Maintenant, on avance. Voilà, 6 chapitres,
Plus de 35 expressions précises issues de la stratégie, de la négociation, du management, de la finance, de la technologie et de la diplomatie d'entreprise. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, rappelle-toi que la précision du langage n'est pas une option pour un professionnel qui veut avancer. C'est un outil stratégique. Chaque fois que tu choisis le mot exact plutôt qu'un mot approximatif, tu gagnes en crédibilité, en clarté et en autorité. Mon petit conseil de polyglotte, ne cherche pas à tout retenir d'un coup. Choisis 5 expressions, 5 seulement, et essaie de les utiliser activement cette semaine. 5 expressions avec lesquelles je te conseille d'écrire tes propres phrases. C'est comme ça que tu t'appropries du vocabulaire. Pas en mémorisant mécaniquement, mais en utilisant ce que tu apprends au fur et à mesure. Rappelle-toi de télécharger gratuitement le PDF récapitulatif avec toutes les expressions et les exemples de cette vidéo. Le lien est dans la description. Inspire-t'en pour créer tes propres phrases. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Français Connecté. Chaque semaine, un nouveau registre du français professionnel avec le même niveau d'exigence. Mon but est de t'enseigner le français des affaires d'aujourd'hui, pas le français des manuels. Pense à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui travaille avec des francophones ou qui veut tout simplement améliorer son français. Ça pourrait changer quelque chose pour elle ou pour lui. À très bientôt sur Français Connecté.